de plus en plus de jeunes utilisaient cette expression et qu'il s'agissait de démontrer qu'ils n'étaient pas fous, c'était pas de la folie, c'était pas de l'irrationalité, mais que ça correspondait aux blessures qu'ils avaient quand, à longueur d'antenne, à longueur de mois, à longueur d'année, la manière dont on met en scène dans les médias l'immigration postcoloniale, les Arabes et les Noirs, pour dire simplement, et les musulmans, la manière dont on les mettait en scène était une manière dévalorisante, une manière stigmatisante, une manière insultante, et que c'était de véritables bombes qui arrivaient dans la tête des musulmans de ce pays, des Noirs de ce pays, des Arabes de ce pays, à chaque fois que ce type de propos, comme racaille, comme être français ça se mérite, etc., circulaient dans les médias, étaient débattus avec des soi-disant journalistes, avec des soi-disant intervenants, etc. Donc il s'agissait de répondre à ça, et suite à ça, donc, nous avons une plainte pour racisme anti-blanc. Théorie extraordinaire qui met sur le même plan un racisme qui est institutionnel, porté par des mesures d'État, porté par un gouvernement, avec des relais et des réactions que peuvent avoir un petit Mohamed ou un petit Mamadou. Il ne s'agit pas de cautionner, mais des réactions qui s'adressent à Jean-Pierre ou à Michel. On met sur le même plan une dimension institutionnelle, structurelle, étatique et une réaction individuelle. Autant dire que, bien entendu, cette théorie du racisme anti-blanc ne tient pas et qu'elle n'a qu'une vocation. Si cette théorie est apparue, si elle a été diffusée dans les médias, si certains soi-disant intellectuels écrivent des livres là-dessus, si certains partis politiques à droite et à l'extrême droite le reprennent, mais également malheureusement à gauche, si cette théorie est diffusée, c'est pour masquer les véritables racismes qui se développent dans notre pays. Et nous sommes dans une période où les formes contemporaines du racisme se développent de manière massive. Il suffit de regarder les chiffres des passages à l'acte, et qu'à chaque fois qu'un propos raciste est tenu, c'est une autorisation à passer à l'acte qui est donnée. À chaque fois que l'on aborde ces questions-là dans les médias en les banalisant, eh bien on autorise les personnes à passer à l'acte, et c'est ce qui explique que dans le même temps où les propos racistes se développent, eh bien on assiste à de plus en plus de passages à l'acte, soit par des policiers, soit par des tontons flingueurs, qui n'hésitent pas aujourd'hui à tuer. Notre région a été endeuillée ces dernières semaines par de nouveau, à Mont-Saint-Goël, c'est ça? Montigny-en-Goël a été endeuillé une nouvelle fois. Et malheureusement, ce nouveau mort s'inscrit dans une série d'autres extrêmement nombreuses et qui ne sont que le résultat d'un certain nombre de messages implicites diffusés par les médias, diffusés par des hommes politiques et diffusés par l'État, avec comme dernier exemple, eh bien, un État qui va nous remettre sur le devant de la scène une loi, une nouvelle loi sur le foulard, c'est-à-dire, c'est pas simplement une loi, c'est-à-dire des mois et des mois de débats médiatiques dans lesquels on va encore stigmatiser l'islam, et après on s'étonnera que des attitudes islamophobes puissent se développer dans notre pays. Alors, pour débattre de tout cela, nous avions invité 3 personnes. Une d'entre elles, Sarah, ne peut pas être là parce qu'elle est bloquée à Tunis. Rokhaya nous dira les raisons, donc elle a tout fait pour venir, mais elle ne peut pas être là. Ceci dit, ne vous bloquez pas dans le débat, nous concevons le débat comme un partage entre nous et pas seulement avec des invités. Et donc la question de la homophobie est également à aborder parce que c'est une des formes importantes. Moi j'appartiens au Front Uni des immigrations et des quartiers populaires et nous considérons, après avoir pris la homophobie comme étant une forme parmi d'autres du racisme, nos réflexions nous ont mené maintenant à être particulièrement vigilants sur cette question-là. Pour vous le dire simplement, nous pensons que si demain des pogroms arrivent, eh bien ça commencera par les Roms, avant même les Arabes, les Noirs et les musulmans, et que là-dessus, le consensus est beaucoup plus large, il est déjà très large pour la négrophobie, l'islamophobie, mais pour les Roms, il est particulièrement plus large. Et encore, l'extrême droite et la droite et la fraction raciste du PS ne se sont pas encore rendus compte que certains Roms étaient musulmans. Quand ils vont s'en apercevoir, imaginez ce que cela va pouvoir donner que l'articulation de la homophobie et de l'islamophobie. Donc Sarah ne peut pas être là, mais on abordera quand même la question des Roms. Nous avons, avec la homophobie, nous considérons que 2 autres formes de racisme contemporain sont à regarder avec attention et mérite mobilisation. D'une part l'islamophobie, et nous avons invité Abdelaziz Chambi, qui est sans doute un des meilleurs connaisseurs et qui suit au niveau militant et au niveau synthèse l'ensemble des mobilisations et des réflexions sur cette question-là. Donc peut-être donc il fera un point sur
Que peut-on dire d'islamophobie? D'où cela vient-il? Et que peut-on faire? Également en termes d'action. Et Rokhaya Diallo, de l'association Les Indivisibles, qui va nous parler également d'une forme de racisme dont on parle trop peu, qui est la négrophobie. Parce qu'effectivement, nous sommes tellement envahis par la force de l'islamophobie qu'on pourrait sous-estimer cette autre forme du racisme contemporain qu'est la négrophobie. Autant dire que nous ne sommes plus dans une période où on peut se contenter d'un discours antiraciste large, vague, tolérant, etc. Mais que nous avons la nécessité de politiser le débat et d'aborder ces questions-là comme des résultats du fonctionnement de ces françaises et des politiques publiques. Abdelaziz, sur l'islamophobie, à toi la parole. Merci, bonsoir. Je vais me présenter brièvement. Je suis Abdelaziz Chambi, je suis militant associatif depuis quelques temps. J'ai commencé à militer dans les années fin des années 70 avec le MRAP, Mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples, entre autres. Et je suis aujourd'hui président de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, mais j'ai d'autres casquettes. Je suis membre du Forum social des quartiers populaires, membre d'une dynamique politique d'un parti politique qui a été créé qui s'appelle Force citoyenne populaire, qui essaye de faire converger les acteurs des banlieues, j'allais dire, et des militants conscients des enjeux et des risques qui nous pendent donner pour essayer de faire converger les uns les autres pour investir le champ politique, à défaut de mieux. Donc voilà, donc je vais parler un petit peu de la question de D'abord, je remercie les organisateurs et Saïd de m'avoir sollicité parce que sur certaines problématiques, l'immigration, les quartiers, etc., à part quelques exceptions, un peu comme Saïd, on peut saluer le militantisme. Moi, depuis que voilà, j'ai commencé à militer, je sais que Saïd, c'est le chercheur militant et il en manque beaucoup. On a souvent des chercheurs, des spécialistes S-qualité d'un banlieue, de l'immigration, de l'islamophobie, de je ne sais quoi, mais qui sont assis derrière leur bureau. Certains même se permettent d'obtenir des décorations, je ne vais pas citer de nom, parce qu'ils ont travaillé sur la banlieue, etc. Certains ont, j'allais dire, accès à des médias planétaires alors qu'ils n'ont jamais vécu les réalités qu'on vit. Voilà, je ne leur jette pas la pierre, mais je dis que de temps en temps, il faut un peu rendre à César ce qui est à César aussi. Je vais faire parler aussi les acteurs. On n'est pas que des rats de laboratoire. Voilà, nous, on souffre un petit peu de cette attitude-là, condescendante de la part de chercheurs, de la part d'hommes et femmes politiques, de bien-pensants, qui vont dire comment vous aider, comment vous tendre la main de manière paternaliste, et on va y venir. Hein. Moi, j'ai participé à la marche de 83 pour l'égalité des droits et contre le racisme, et j'ai vu, et avec le recul, je vois encore plus, qu'on était effectivement pris sous une forme de paternalisme et d'une récupération politicienne par la suite, qui est dramatique, qui a fait que pendant 30 ans, on nous a, comme disent les jeunes, on nous a vraiment pris pour des gogos. Pendant 30 ans, on nous a dit, allez faire mumuse là-bas avec l'associatif, et pendant ce temps, les gens de ma génération et celle de Saïd, comme Julien Drey, Arlène Désir, etc., aujourd'hui, ils sont en commande, quoi. Voilà, donc, vous voyez, l'entourloupe, 30 ans après. Et on veut encore nous faire avaler encore des couleuvres, quoi. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas dupes, et donc voilà, je voulais un peu... Alors, excusez-moi si de temps en temps, j'ai des bouffées de... Je parle vite, je m'excuse. La marmite est pleine. Voilà, de temps en temps, il y a des bouffées comme ça voilà, d'adrénaline et de tonalité forte. Je m'en excuse, il n'y a rien, c'est un dysfonctionnement, mais faites avec, s'il vous plaît. Et j'espère surtout que dans le débat, on va échanger pour essayer de voir ensemble comment c'est. Moi, je ne suis pas là pour vous apporter une science, c'est une expertise, entre guillemets, de terrain. Ce n'est pas quelque chose dont je vais vous parler, qui est de l'ordre simplement de la théorie. On peut porter un discours, une analyse, une théorie sur sa pratique, mais c'est surtout de pratique. Moi, je suis sur le terrain, et je ne vais pas en parler avec la distance que certains peuvent avoir derrière leur chair ou derrière leur bureau, mais je vais en parler avec mes tripes, parce que c'est mes tripes. Moi, j'ai vécu ça dans ma chair. Et je cite l'exemple pour les plus anciens. Il y a eu une vague d'enlèvement d'enfants de pères maghrébins. Les jeunes ne peuvent pas se rappeler de cette période-là. Il y avait, d'ailleurs, ça coïncidait juste après la marche, comme par hasard. Au moment où on a demandé des droits égaux, et on a dit, on va être citoyens comme les autres, on nous a dit non, on va vous montrer que vous allez être traités de manière différenciée. Et les gamins de couples mixtes de pères maghrébins ont été systématiquement enlevés en cas de divorce, parce qu'il y a eu des enlèvements d'enfants. Il y a certains pères qui ont dit, moi, je vais rentrer en Algérie, c'était des immigrés, surtout de la première génération. Et la deuxième, ils ont dit, on veut rentrer. Et il y a eu tout un pataquès, il y a eu des milliers d'enfants qui ont été enlevés, dont le mien. Moi, j'ai été privé de mon gosse pendant 5 ans, et voilà, j'ai pas pu monter sur une grue comme le gars à la Plante ou je sais pas où, mais j'ai souffert le martyre avec des centaines et des centaines de pères maghrébins, simplement parce qu'on a le malheur d'avoir la couleur de peau et la religion qu'il ne faut pas.
On nous a avancé l'argument qu'étant musulman, on pouvait enlever les gosses pour les amener en Iran, en Libye, je sais pas quoi. Et on a subi comme ça. Alors ça, c'est la première vague. Et il y a eu, un petit peu avant, puisque je rentre un peu dans le vif du sujet quand même, 82. Et juste avant la marche, nos parents qui ont construit les 30 Glorieuses vivaient une situation de discrimination flagrante dans les usines automobiles. Il y avait trois catégories d'OS. Il y avait les OS français, les OS européens et les OS nord-africains. Et les trois salaires n'étaient pas les mêmes, sur les mêmes chaînes de travail. Et nos parents ont fait une des plus longues grèves dans les foyers sur la travail et dans l'automobile pour dire on veut les mêmes droits que les autres. Et ils ont subi une discrimination terrible et ils sont battus comme des ouvriers, comme des citoyens de ce pays. Et on entend le Premier ministre socialiste, un peu à l'image de ce que Valls nous fait 30 ans après, quoi. Les mecs, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils te crachent dessus. Ils sont arrivés, ils ont promis le droit de vote à nos parents. Mitterrand l'avait promis dans les 110 propositions. Et bien, il a mis aux oubliettes. Et Pierre Mauroy, qui est chez vous d'ailleurs, s'est permis de dire ils ne font pas partie de la réalité française, ce sont des activistes communistes. Communistes parce que l'Iran était passé par là, en 79, et que c'était bien, déjà, la diabolisation, l'instrumentalisation politicienne, l'éthicisation, l'islamisation de la question sociale était déjà en œuvre en 82. C'est pas rien quand même. Et il ne faut pas croire que c'est que la droite et l'extrême droite, on va y venir après dans le débat si vous voulez, et argument à l'appui, de preuves à l'appui, que c'est la chose la mieux partagée par la classe politique. La diabolisation, le racisme et l'islamophobie, c'est la chose la mieux partagée, et pas seulement au niveau de la classe politique française, mais au niveau planétaire même, je dirais, moi je vais même plus loin. Donc, 82, premier choc, on a effectivement cette alarme-là, qui nous dit, vous n'avez pas le bon pédigré pour être des citoyens comme les autres. En 84, j'organisais des activités dans un quartier populaire, je faisais des cours d'arabe et de culture musulmane. Je me suis rendu compte que nos petits frères et nos petites sœurs avaient besoin de garder le lien avec la culture paternelle, avec la culture d'origine, parce que leurs parents ne parlaient pas français la plupart. Et il fallait trouver des passerelles pour pouvoir créer du lien et faire en sorte que ces gamins ne vivent pas en tant que schizophrènes. Donc j'ai mis en place des cours. J'ai eu droit à une inspection de jeunesse et sport, qui était descendu de Grenoble, j'étais en Ardèche, et on m'a envoyé un inspecteur de jeunesse et sport en plein dimanche pour venir contrôler ce que je serais censé distiller comme prêche intégriste, islamiste. Il ne disait pas islamiste à l'époque, il disait intégriste. Alors le bonhomme, il est venu, il s'est assis, il a participé 3 heures d'activité qu'on faisait un dimanche après-midi, et à la fin, il vient, il me dit, Monsieur Chamby, il me dit, c'est d'intérêt public ce que vous faites, et on devrait l'encourager. Je dis, ben, dites-le à vos supérieurs hiérarchiques. C'était un ministre communiste qui était au gouvernement et qui dirigeait Jeunesse et Sport à l'époque. Donc, alors je vous rassure, hein, voilà, peut-être certains vont dire, mais d'où vient ce bonhomme-là? Je ne suis pas de droite, je ne suis pas d'extrême droite, mais je ne suis pas la propriété de la gauche. Ma famille politique, c'est la gauche, je suis fils d'ouvrier, j'en suis fier, fils de résistant, j'en suis fier, j'ai grandi dans les quartiers populaires et je ne renie pas mes origines, donc je sais où se trouve ma classe. Voilà, même si demain je réussis socialement, et Dieu merci, bon voilà, j'ai fait le parcours pour réussir socialement, mais malheureusement, voilà encore une autre réalité à laquelle je veux vous amener. Bien que titulaire d'un diplôme supérieur en travail social, d'un DEFA, d'un DEPS, eh bien aujourd'hui j'arrive plus à trouver de boulot. Pas parce que je ne suis pas compétent. J'ai gardé des archives, d'ailleurs je vais peut-être commencer à écrire notre histoire avant que Dieu emporte mon âme. J'ai des archives, des candidatures pour diriger un centre social où il y a 350 candidats qui postulent, ou un chargé de mission, il y a 350 candidats qui postulent, et vous avez des bacs plus 10. Et on me prend parce que j'ai les compétences, j'ai le profil, j'ai l'expérience, etc. Et au moment où on apprend que je suis musulman engagé dans une nation musulmane, on me sort l'article du journal, mais on me dit, mais Monsieur Chamby, vous nous aviez caché ça? C'est quoi ça? Un article du journal qui dit qu'on a défendu une jeune fille qui faisait une grève de la faim à Grenoble, qui s'appelait Sherazade, en 93, et qui était dans une caravane devant l'inspection académique pour dire, laissez-moi faire mes études avec mon foulard. Il n'y avait pas encore de loi. Et nous, on a eu le malheur de mobiliser. Donc la criminalisation des militants, elle existe aussi depuis longtemps. Ce n'est pas que la Fédération paysanne ou les syndicalistes, etc. Donc nous aussi, en tant que militants des quartiers, on en a pris plein la gueule, et moi je l'ai payé très cher, et aujourd'hui, y compris dans les réseaux de nos amis, nos camarades de lutte, nos compagnons de route, eh ben ils jouent le jeu. Parce que ça coûte cher d'ouvrir sa bouche, ça coûte cher de faire son grand djihad. Et moi je dis, aujourd'hui je suis arrivé à découvrir dans mon référentiel musulman, une tradition prophétique qui dit le plus grand djihad, c'est pas d'aller jeter des bombes ou je sais pas quoi, d'aller se tuer machin, c'est de dire une parole de vérité devant quelqu'un qui abuse du pouvoir. C'est le contre-pouvoir par excellence. Et moi, j'ai découvert que ce contre-pouvoir-là, il fait défaut partout. Chez les musulmans, dans la société française, dans nos familles, avec le père dictateur, avec le grand frère, tout ce que vous voulez. Donc, je me dis,
dans tout malheur, chose est bonne, comme on dit, le proverbe, c'est ça, dans malheur, chose est bonne, c'est ça. Donc dans mon malheur, j'ai cette liberté de parole. Et je deviens dérangeant, c'est vrai, mais c'est pas grave. Le jour en vaut la chandelle. Si je peux secouer le cocotier de mes frères et sœurs, si je peux secouer le cocotier de mes concitoyens, si je peux secouer le cocotier de mes compagnons de lutte pour dire aujourd'hui, on doit se battre pour éviter de subir le chantage à l'emploi, le chantage à la promotion, le chantage à la tranquillité, eh bien ça vaut le coup de le faire, il faut le faire. En tout cas moi, aujourd'hui j'en suis là. Je vous parle aujourd'hui, je ne peux plus travailler dans le domaine social, je suis grillé. Lyon pourtant c'est une grande ville, mais c'est un microcosme. Dans le domaine social, les réseaux se connaissent. Il suffit que ton nom circule sur les listes. Attention, effectivement, on a fait tomber une mairie socialiste corrompue à Saint-Fond. Le maire d'hiver droite a pris la mairie. Il me recrute sur un poste de directeur de centre social. Et tout feu, tout flamme, on va faire des choses, on va travailler sur le fond. Et au lieu d'embaucher des éducateurs de prévention, il embauche 10 flics municipaux. Il met à leur tête un ancien retraité des renseignements généraux. Et au bout de 15 jours, voilà, il lui a ramené l'affiche, il a dit « Oulala, t'as mis le loup dans la bergerie ». Abdelaziz Chambi, c'est un islamiste. Alors que, voilà, donc islamiste, et ça commençait déjà, le glissement sémantique commençait à faire des effets. Islamiste, c'est déjà quelque chose de grave. Et alors les années qui ont suivi, c'est devenu synonyme de crime. On dit, on a arrêté trois personnes, comment ils appellent ça, à France Info, on l'entend souvent, comment ils appellent ça? Non, ils disent, pas suspect d'islamistes, présumé islamiste. Voilà, présumé islamiste, ça veut dire présumé coupable. Voilà, vous avez compris le truc. Donc on est arrivé, in fine, à ça. Quoi. Donc voilà un petit peu sur la présentation, un petit peu de là où je parle, de qui je suis. On ne peut pas, aujourd'hui... Alors c'est vrai qu'il y a une régression. Hein. Moi j'ai milité avec Saïd et d'autres dans les années fin 70. Il y a une régression à tous les niveaux. Sur la question du racisme, sur la question de la Palestine, sur la question de vivre ensemble, sur la question de l'égalité, il y a une régression extraordinaire. Toute société évolue vers un bien-être de ses concitoyens. Nous, on évolue vers la guerre de tous contre tous. On est en train d'évoluer vers la diabolisation des Arabes, des Roms, des Noirs, des musulmans, des pauvres, des militants. C'est terrible. Et je me rends compte que, en termes même de lutte contre le racisme, malgré les crimes racistes qu'il y a eu des années 70 jusqu'à 90, il y a eu 200 meurtres racistes dans nos quartiers, n'empêche qu'il y avait des forces qui se levaient, il y avait des gens qui disaient non, il y avait des gens qui résistaient. Et aujourd'hui, les gens qui résistent, et je vais vous donner un scoop sur la région lyonnaise, vous n'allez pas me croire, c'est hallucinant. Le MRAP, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, la CIMAD, la LICRA, tous sont devenus islamophobes. C'est affolant. Au point que les organisations nationales, l'ADH par exemple au niveau national, ils s'arrachent les cheveux, ils disent Abdelaziz, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. C'est affolant. C'est affolant. Je vous donne une anecdote. Il y a eu un comité de vigilance contre l'extrême droite qui a été lancé il y a 2 ans. On était parmi les premiers, on a dit pas de problème, nous, voilà, c'est nos ennemis communs sont là, il faut éviter la montée de l'extrême droite parce qu'on sait qui va payer les frais. D'ailleurs, et comme par hasard, dans les 50 organisations, on était les seuls. Alors que toutes les associations des quartiers, tous les acteurs des quartiers devraient être là les premiers parce que c'est eux qui vont prendre plein la gueule demain. Eh bien, ils n'étaient pas là. Je suis rentré, on a milité, on a fait du travail, et dernièrement, il y a 1 mois, c'est pas vieux, la LICRA vient pour rejoindre ce collectif et pose comme condition l'exclusion de qui? Vous vous rendez compte? On lutte contre l'islamophobie et le racisme, et c'est une association qui est censée lutter contre le racisme qui demande notre exclusion. Et le meilleur, c'est quoi? C'est que tous les autres s'exécutent. Et j'ai envoyé un courrier à certains des militants, mais qu'est-ce qui se passe? Alors je travaille avec le JFP à Lyon, on a un militant à JFP qui est un peu comme ça, grande gueule, un peu comme moi. Il a dit, mais c'est pas possible. Alors il dit, mais Abdelaziz, ils ont demandé à ce que qui exclue les JFP. Je lui dis, pourquoi ils vous ont pas exclus? Il dit, parce que nous on est juifs. Véridique. Parce que ça pèse encore lourd, quoi. C'est pas évident, quoi. Et c'est terrible quand même. Voilà pour dire aujourd'hui dans quel contexte on est, quoi. Quand je dis des régressions, c'est pire que des régressions. C'est affolant. Quand on nous parle de racisme anti-blanc aujourd'hui, quel racisme anti-blanc? Quel pouvoir il a, l'arabe, le noir, le rome, le maghrébin, le musulman, le pauvre du quartier, sur ceux qui ont les rênes du pouvoir aujourd'hui? Quel pouvoir il a? Il a que le pouvoir de fermer sa gueule, excusez-moi le terme, et de subir et de souffrir et de se révolter. Mais les révoltes, on voit comment elles ont été traitées. Hein, dans l'histoire de France, il y a suffisamment d'épisodes de révoltes à espérer qu'il y ait un printemps européen, un printemps français qui souffle, et peut-être qu'on soufflera un petit peu. Donc, il y a régression, effectivement. Rapidement aussi, on ne peut pas comprendre la maladie de l'altérité aujourd'hui qu'on vit en France
sans avoir un regard sur le passé quand même. Parce que le passé a conditionné les préjugés, a conditionné la perception de l'autre, a conditionné nos rapports à l'autre. Et c'est quelque chose contre lequel il faut quand même fournir des efforts. Moi, personnellement, j'ai mis des années pour accepter et faire des passerelles en moi, accepter mes différentes composantes. C'est pas facile. À un moment où c'est le manichéisme qui prime, où on te dit si toi tu es là ou tu es contre moi, et c'est l'axe du bien qui a été érigé par M. Bush, c'est difficile de faire un effort pour dire non, moi je suis ni là ni là. Moi je suis plus complexe que ça, et la réalité est plus complexe que ça, et la France doit aussi faire ces passerelles-là. Alors au contraire, en ce moment, les politiques sont en train de nous sortir les racines judéo-chrétiennes, et ils sont en train de faire une confusion entre l'État et l'identité, et l'État est en train de vouloir nous dicter une identité, et ça présage de mauvais jours. Donc, pour moi, je l'inscris dans une continuité qui remonte à très loin. 732, effectivement, c'est une date qui est partagée par beaucoup de Français. C'est une date qui, dans le subconscient collectif français, dit quelque chose. Charles Martel, arrête les Arabes au Poitiers, et on voit effectivement 1300 ans après, les petits fachos, les identitaires montent sur la mosquée de Poitiers et sortent 732, etc. D'ailleurs, je cite souvent l'exemple que c'était l'ancien du Front National, Bruno Maigret, qui avait sa valise, et quand il passe à la douane, il fait son code 732. Donc, pour la petite anecdote, ça faisait déjà un moment qu'il faisait. Donc, ça a été repris par les identitaires. Donc, il y a bien des choses de l'ordre du symbolique et de l'historique qui conditionnent le regard qu'on porte sur l'autre. Il y a cette période-là. Il y a eu la période des croisades. Pendant 2 siècles, on a voulu combattre les païens, on a voulu convertir les païens qui étaient les Mahométans. Il y a eu la période de l'orientalisme, où même si il y a eu l'Empire ottoman qui a rayonné et qui a, sur le plan civilisationnel, a essayé d'apporter quelque chose, on a transformé le regard, non pas, on est passé d'un extrême à l'autre, des païens aux lubriques, aux mœurs débridées, des harems, etc., et des fantasmes à l'orientalisme. On est passé, il n'y a jamais eu de regard égalitaire, j'appellerais ça. Il y a toujours eu soit le regard diabolisant, infériorisant, soit le regard de la sublimation négative, de dire voilà c'est sarrasin. Après on a eu la période des Lumières, où il fallait sortir tous ces indigènes des ténèbres et de l'admiration dans laquelle ils étaient, complétés par la période coloniale, où effectivement encore des hommes de gauche nous disent qu'il faut que les civilisations supérieures assurent leur travail vis-à-vis des civilisations inférieures, et ça a créé une culture, ça a créé le prototype de l'autre, de l'ennemi potentiel. Et ça a été comme ça, sous-jacent, ça a été un petit peu en creux pendant les périodes des années 30 glorieuses, des années 70, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, et donc on pouvait fermer les yeux sur leur religiosité, qui n'était pas du tout visible d'ailleurs, qui était plus marginalisée de l'espace social. Et après, on a eu le déchaînement avec